Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Héraclès. Alors la question qui va nous occuper aujourd'hui est la question libanaise. Alors en effet, avec le récent focus, enfin récent, ça fait maintenant quelques années, qui a été mis sur la région du Proche-Orient, sur le terrorisme plus récemment en France et en Europe au sens large, on s'est amené à s'interroger un petit peu sur tous ces pays du Proche-Orient, notamment la Syrie, sur sa structure, avec toutes ces ethnies qui se côtoyaient, et on a dit que finalement aussi ces conflits avaient une coloration un peu ethnique, comme on a pu le voir avec les nettoyages religieux et ethniques même réalisés par Daesh. Et alors, on en vient à se demander, comment est-ce que le Liban, ce petit pays, a réussi à ne pas sombrer dans la guerre, alors qu'il est environné par une guerre qui fait des centaines de milliers de morts, que des millions de réfugiés y ont trouvé refuge. Et donc on peut se demander, bah tiens, alors le Liban, comment est-ce que toi tu survis? Et alors, c'est vraiment intéressant, et quand on se penche un petit peu sur la structure du Liban, on s'aperçoit qu'ils ont un système démocratique, aussi étonnant que ça puisse paraître dans la région, et que surtout de multiples communautés se côtoient, des chrétiens, des musulmans, plusieurs rites musulmans, les chiites, les sunnites, les druzes, plusieurs rites chrétiens, les syriaques, etc., etc. Et donc comment ce petit monde arrive à se maintenir en place? Comment est-ce qu'il arrive à vivre en paix? Dans une paix relative, peut-être précaire même, mais comment est-ce qu'il arrive à vivre? Et donc, ceci nous amène à nous poser une question qui nous concerne plus en tant que francophones. Pourquoi le Liban parle français? Pourquoi les Libanais parlent français? C'est une vraie question qu'on peut se poser, et on va s'apercevoir qu'en fait, cette question a un lien avec tout ce que je viens de vous dire avant. Pourquoi le Liban parle français? Eh bien, c'est une question à laquelle je vais tenter de répondre juste après ça, et qui nous réserve bien des surprises. Alors, historiquement, il y a toujours eu de grands contacts entre cette région du Proche-Orient et l'Occident, pour des raisons déjà religieuses. Il y avait déjà beaucoup de pèlerins qui faisaient le voyage au Moyen-Âge, même au Haut Moyen-Âge, entre l'Occident et la côte libanaise, qui ensuite aboutissait à la côte israélienne et à Jérusalem pour une simple raison religieuse. Il y a également Napoléon. Alors lui, à la fin du XVIIIe siècle, il va se balader sur la côte israélienne et la côte libanaise et connaître quelques péripéties. On pensera notamment à la bataille du Mont Tabor ou également au siège de Saint-Jean d'Acre. Ceci, va contribuer à maintenir le contact entre cette région, qui est alors sous l'Empire ottoman, et la France. Mais la France va réussir à établir sa prédominance culturelle au Liban quelques années après. Et c'est ce qui va expliquer qu'aujourd'hui, beaucoup de Libanais parlent français, que le français est encore enseigné dans le système éducatif libanais, et de façon assez large d'ailleurs. Et donc, ceci va prendre racine majoritairement au XIXe siècle. Une autre chose qui illustre cette force de la culture française au Liban, c'est que le seul journal arabe de langue française, qui s'appelle L'Orient le Jour, il est publié au Liban. Donc ça, vraiment, on veut dire, c'est quand même des indices qui ne trompent pas. Il y a bien un lien entre le Liban et la France. Alors, je vous ai fait une petite chronologie, je vous propose qu'on les découvre ensemble. Mais avant, voilà, il faut partir de l'idée qu'au XIXe siècle, le rôle de la France, c'est la défense des chrétiens du Proche-Orient. Voilà, c'est leur rôle. Mais il n'a pas encore eu d'expression, je veux dire, soit militaire, humanitaire ou quoi que ce soit, ça reste un lien culturel majoritairement. C'est en 1840 qu'il va y avoir les premières actions diplomatiques de la France. En 1840, il y a des tensions au Liban, des tensions entre les communautés, et la France va faire pression sur les Ottomans pour qu'ils rétablissent la paix. En 1860, il va carrément y avoir une intervention militaro-humanitaire réalisée et surtout soutenue par Napoléon III, qui est à l'époque au pouvoir en France. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? À nouveau, tensions entre les communautés, des chrétiens se font massacrer. Alors, des puissances occidentales, et notamment la France, vont faire pression sur l'Empire ottoman pour qu'il rétablisse la paix, et les Français vont faire une intervention militaire, mais qui va ensuite surtout devenir une intervention humanitaire. Il ne va pas vraiment y avoir de combat. Ils vont surtout apporter une aide humanitaire au Liban en 1860. Alors au début du XXe siècle, le Liban cherche à obtenir son indépendance. La France va faire figure de soutien
non plus seulement de la communauté chrétienne, mais également du Liban au sens large, et va soutenir cette quête d'indépendance au sein de l'Empire ottoman. L'indépendance, comment elle devrait se réaliser? Pour les Libanais du début du XXe siècle, elle se réaliserait uniquement avec l'aide de la France. Alors la France est en très bon contact avec les maronites, les chrétiens maronites du Liban, mais également avec les grands propriétaires musulmans, qui s'entendent assez bien avec la France et voient finalement ça d'un bon œil. Ils se disent, bon, ok, la France est des chrétiens, mais on peut y gagner. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la France va déployer une action politique, diplomatique et culturelle très importante au Liban et qui va l'allier intensément avec toutes les élites locales, mais également plus largement avec les communautés chrétiennes et également musulmanes. Déjà à cette époque, une forte diaspora libanaise, notamment une forte diaspora libanaise en Égypte. Et alors cette diaspora libanaise, qui a donc pas mal d'argent, pas mal d'influence, qui dispose de certains médias, donc déjà à l'époque, eh ben, elle va soutenir une indépendance avec l'aide de la France, et la France va prendre le surnom à l'époque de Al-Om Al-Hanouna, c'est-à-dire la tendre mère en arabe libanais. Et en gros, la France est la tendre mère du Liban. Elle est sa tendre protectrice. Pendant la guerre 14-18, alors le Liban va souffrir d'une terrible famine et d'un typhus qui va faire 180 000 morts sur une population à l'époque de 500 000 personnes. À la fin de l'année 1918, les Ottomans sont chassés du Liban. Les troupes françaises vont entrer à Beyrouth en octobre 1918, et là, c'est l'explosion de joie. On dit même que les Libanais chantaient la Marseillaise dans les rues, ils ont accueilli vraiment les Français comme des libérateurs. Et ça, c'est vraiment l'expression que le peuple libanais, fondamentalement, se sentait très lié à la France. Alors ensuite, il va y avoir nos fameux accords Sykes-Picot. Vous savez, ces accords qui vont définir les zones d'influence de la France et de l'Angleterre au Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale. Donc voilà, il fallait se diviser l'Empire ottoman, ils l'ont fait. Et donc alors, le Liban, lui, bon, on va dire qu'il n'est pas trop déçu des accords Sykes-Picot parce que ça le met dans l'influence de la France et il se dit, bon, finalement, on s'en sort pas trop mal. Ainsi, en 1920, le Grand Liban va voir le jour, grâce au soutien français, évidemment. En 1926, la République libanaise va être fondée. En 1929, un certain Charles de Gaulle va faire un passage au Liban en tant que commandant militaire. Mais alors déjà, dans ces années 20, ces années 30, on va voir les premiers problèmes apparaître. Le problème déjà, c'est que les Libanais aiment un peu trop la politique. C'est-à-dire qu'à l'époque déjà, c'est déjà le bordel pour se mettre d'accord entre les différents partis, et c'est ainsi que certains responsables militaires français locaux vont pas bien du tout s'entendre avec les différents chefs des partis politiques et tout ça, libanais, parce que c'est une vraie cacophonie, hein, on va pas se mentir. Si vous voulez réussir là-bas, il faut être très diplomate, et d'ailleurs c'est pour ça qu'historiquement la France a réussi à avoir une influence importante au Liban, c'est parce qu'ils arrivaient à lisser un petit peu les différences entre les communautés, les partis et tout ça, ils arrivaient à les mettre plus ou moins d'accord autour d'un projet commun. Alors ensuite, la Seconde Guerre mondiale. Alors vous en doutez, le Liban fait partie de la zone d'influence de la France, et donc occupé par les troupes vichistes. Il va y avoir en 1941 la campagne du Levant, qui va être réalisée conjointement par les gaullistes et les Anglais, et donc là, on va y avoir des combats entre Français. Bon, évidemment, les Alliés vont gagner, et ils vont dire, voilà, en échange du soutien du Liban, de la population libanaise et également des Syriens, parce que les Syriens sont très liés en fait au Liban, eh ben ils vont dire, en échange de votre soutien, on va vous donner l'indépendance qui va être accordée en 1943 à ces deux régions. Donc l'indépendance totale de la France, parce que jusque-là, il restait très largement dans la sphère d'influence de la France, et c'était une indépendance entre guillemets, on va dire. Hein. C'était vraiment une indépendance très conditionnelle. Ensuite, durant l'après-guerre, et jusqu'en 1975, eh ben, le Liban va faire figure de petite Suisse du monde arabe. En effet, l'activité culturelle et économique y est florissante, contrairement à la plupart de ses voisins d'ailleurs. Même s'il y a une petite guerre civile en 1958, qui va voir d'ailleurs s'opposer le Parti communiste à d'autres partis plus nationalistes, et qui va avoir une intervention américaine, eh ben, globalement, le Liban, ça va bien. En tout cas, ça va bien de façade. En effet, de nombreux artistes dissidents du monde arabe y viennent trouver refuge. De nombreux militants de l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, viennent se réfugier au Liban, mais également des communautés chiites qui sont persécutées dans leur pays. Et donc toutes ces communautés vont se réunir au Liban.
Alors sur le coup, vous allez me dire, ouais, voilà, ça crée une effervescence au niveau journalistique, il y a la liberté de la presse. Bon, on sent bien qu'il y a quand même une certaine effusion au Liban. Il y a également toute cette diaspora qui ramène énormément d'argent, car les Libanais réalisent pour la plupart des activités commerciales quand ils vont s'expatrier par exemple en Afrique, ou bien en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, ou bien en Occident. Donc il y a d'intenses flux financiers quand même qui lie le Liban au reste du monde. Néanmoins, ce bien-être de façade va s'effondrer en 1975 avec le début de la guerre civile libanaise, qui va durer jusqu'en 1990 et qui va traumatiser le Liban. En effet, la démocratie libanaise repose sur une équation très fragile. Déjà, il a été mis en place un système qui donne aux différents groupes confessionnels des pouvoirs dans l'organisation de la République. C'est-à-dire qu'en fonction de leur poids démographique, ils vont avoir plus ou moins de pouvoir dans la structure de l'État libanais. Or, vous vous doutez que si l'équilibre démographique change, il y a une mauvaise représentation de la société dans l'État libanais. Parce qu'en effet, par exemple, si on dit, 50% des pouvoirs sont donnés à la communauté chrétienne parce qu'à l'époque, les chrétiens représentaient 50% des Libanais, donc dans les années 30, il suffit que cette équation change, qu'il y ait moins de chrétiens proportionnellement, pour que les autres groupes confessionnels se posent des questions. Également, le pouvoir des élites libanaises repose très largement sur deux choses, la corruption et le clientélisme. Ceci leur assure la maîtrise de leur base, mais il n'y a pas vraiment de raison démocratique à leur pouvoir. On a vraiment des élites politiques qui sont très corrompues, et ceci, vous le savez mieux que moi, amène souvent à des gros problèmes. Comme je vous l'ai laissé sous-entendre, il va y avoir des petits problèmes démographiques au Liban. Entre guillemets, problèmes. Alors, premier phénomène, c'est qu'il va y avoir une arrivée massive de Palestiniens. Ces Palestiniens vont être très largement exclus des fonctions sociétales de la vie politique libanaise et même de la vie en société au Liban, et vont donc se retrouver à paupériser dans les banlieues de Beyrouth. Également, il va y avoir une arrivée massive de chiites. Les chiites vont changer l'équation démographique au Liban. Les chrétiens vont donc être proportionnellement moins importants, mais ils vont pas vouloir lâcher le pouvoir qu'ils avaient acquis du temps où ils étaient plus importants démographiquement, et donc ça va commencer déjà à causer des problèmes. Ensuite, il va y avoir un important exode rural. En effet, beaucoup de populations des zones plus reculées du Liban vont venir à Beyrouth. À Beyrouth, il va y avoir un petit problème, c'est qu'elles vont être majoritairement reléguées en banlieue. En banlieue, elles vont garder leur structure clanique et leur habitude de l'affrontement intercommunautaire. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises dans l'histoire du Liban, il y a des tensions entre les communautés. On ne peut pas dire que ce soit tout rose. Globalement, à Beyrouth et tout ça, ça va. Mais quand vous êtes dans les zones rurales, quand il faut se battre pour un lopin de terre ou quoi, on va dire que les paysans avaient l'habitude de le faire. Et donc, vu qu'ils se retrouvent intégrés à la marge dans le système économique libanais, ils vont garder cette habitude. Cette structure clanique, vous savez, ces liens de fidélité qui sont basés sur l'appartenance à une même communauté villageoise et non pas, par exemple, à l'appartenance à un parti politique national au Liban ou à à d'autres choses plus larges, vont mener une relative communautarisation du Liban. En 1975, c'est l'explosion. Alors, comment ça va commencer ? Des maronites, des chrétiens maronites vont mitrailler un bus qui était composé en majorité de militants de l'Organisation de libération de la Palestine, de l'OLP. Et donc ça va être le gros événement qui va lancer la baston. Ça va être la merde, très rapidement. À Beyrouth et tout ça, il va y avoir des lignes vertes qui vont séparer les différentes communautés qui s'affrontent. Il va y avoir une intervention évidemment des voisins, la Syrie, puis les Israéliens, évidemment. En mars 1978, il y a une intervention d'Israël au sud Liban. Alors cette invasion du sud Liban, elle contribue à détruire ce qui restait de l'État libanais, qui déjà était en très très mauvais état, en état de déliquescence, mais alors là, avec l'invasion israélienne, c'est la PLS. Et donc, pour mettre fin à tout ce bordel, les Nations Unies vont mettre en place la FINUL, donc la force intérimaire des Nations Unies au Liban, pour essayer de faire en sorte que les Israéliens s'en aillent du sud Liban. En 1982, les Israéliens vont revenir au sud Liban, ils vont à nouveau intervenir. La raison de l'intervention israélienne, c'est à chaque fois qu'il y a des tirs qui partent de la frontière libanaise vers Israël, et donc Israël dit, bon voilà, on a l'OLP, on a le Hamas qui nous bombarde, on intervient.
Et donc ça leur donne une raison pour intervenir. Vous voyez, un casus belli. Et évidemment, les Syriens vont réintervenir aussi, avec leur armée. Donc, franchement, c'est clairement la merde. On dit que c'est une guerre civile, mais en fait, c'est clairement un conflit régional. Alors, en 1983, plus particulièrement le 23 octobre, il va y avoir de terribles attentats. Alors, en France, on les a un peu oubliés. Mais ces attentats, réalisés donc par des extrémistes locaux, vont faire 58 morts dans les rangs de l'armée française le 23 octobre 1983 et 260 morts dans les rangs de l'armée américaine. Donc, qui étaient arrivés, les Américains et les Français, évidemment, pour établir un petit peu l'ordre, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt là. De toute façon, vu que les Libanais avaient également un rôle d'influence assez important dans le monde, il était évident que les Français et les Américains viennent, mais donc ils vont le payer très cher. Je crois que depuis 83, il n'y a pas eu autant de morts dans les rangs de l'armée française en un seul jour. Quand on voit 60 morts, 58 pour être précis, avec, je crois que c'était une voiture piégée, c'est vraiment délirant, quoi. Ça a choqué le monde à l'époque, et notamment la France, on parlait du Liban tous les jours à l'époque. Au JT, on montrait des images des otages, et quand on a su qu'il y avait 60 soldats français qui étaient morts en une fois, ben, ça a fait un choc, et je pense que c'était utile quand même de le rappeler. Qu'il y a vraiment eu un prix du sang qui a été payé par la France pour la guerre libanaise, donc c'est quand même à noter. Vous avez compris, c'est un conflit vraiment inextricable entre les différentes communautés, et on se dit comment est-ce qu'on va réussir à mettre fin à cette merde. Également, c'est intéressant parce que dans les années 80, on va avoir le début de certains mythes qui aujourd'hui ont pris toute leur importance. C'est le mythe par exemple du Moudjahidine, ça va apparaître à cette époque-là, le mythe du milicien, et également le mythe du martyr, celui qui meurt dans un instinct sacrificiel pour sa religion, très souvent. Et donc c'est à cette époque, dans les années 80, que la religion va prendre un rôle prépondérant dans les conflits au Moyen-Orient, et on va avoir progressivement un recul des revendications nationalistes telles que portées par les mouvements panarabes. Et donc, c'est à cette époque que ça commence à naître. Et rappelez-vous qu'est-ce qui se passe également dans les années 80, c'est l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Et c'est à cette époque qu'on voit le boom du mouvement Moudjahidine. Alors au début, les Américains vont le soutenir, vous connaissez peut-être l'histoire, et après ils vont s'apercevoir que dans les Moudjahidines, il n'y a pas juste des gentils mecs qui veulent défendre leur pays. Il y a aussi des islamistes. Et d'ailleurs, Ben Laden va faire ses armes en Afghanistan à la même époque. Donc il faut vraiment voir que les événements d'aujourd'hui sont connectés à ce qui s'est passé à l'époque, au Liban par exemple. Donc c'est aussi une mauvaise analyse de ce qui s'est passé là-bas qui a conduit nos gouvernements à faire preuve d'un manque de vigilance vis-à-vis de certains mouvements extrémistes. Et ça a amené par exemple à 2001, les Américains s'y attendaient pas, mais parce qu'ils n'ont pas vu très largement l'explosion du phénomène islamiste dans les années 90. Enfin bon, bref, ça sera une autre histoire. Mais enfin, vous voyez, ce conflit libanais est quand même intéressant pour ça. Finalement, en 1989, les accords de Taïf vont mettre fin au conflit. Alors, le désarmement prévu n'a jamais vraiment été respecté. Le conflit a mis en exergue plusieurs choses. La faiblesse de l'État libanais qui a disparu très vite dans les années 70, et la construction inachevée du mythe national libanais, de la nation libanaise. Et c'est ça qui a permis cette lutte entre communautés, c'est parce que l'intégration dans un ensemble plus vaste, dans une nation, n'était pas encore assez bien réalisée et avait été mis un petit peu de côté. Ceci va d'ailleurs très largement illustrer pourquoi il y a eu 150 000 morts, 150 000 blessés et 750 000 déplacés. Pour un petit pays comme ça, c'est une violence immense. Et donc elle est expliquée très largement par cette lutte intracommunautaire, ces seigneurs de guerre qui d'ailleurs n'ont jamais été condamnés et qui ont fait régner la loi du sang. Un nouvel équilibre confessionnel du pouvoir va naître. Le président de la République va toujours être un chrétien. D'ailleurs c'est le cas aujourd'hui au Liban, c'est toujours un chrétien. Ensuite, le président du Conseil, en gros le Premier ministre, c'est lui qui a vraiment le pouvoir, va toujours être un sunnite. C'était jusqu'à il n'y a pas longtemps Saad Hariri. Donc voilà, c'est un sunnite, c'est toujours un sunnite. Et le président de la Chambre des députés va toujours être un chiite. Alors ceci va réussir à préserver plus ou moins l'équilibre au Liban. En 2005, en 2006 et en 2008, il va y avoir à nouveau des tensions très fortes avec Israël notamment. Et tout ceci va réussir néanmoins à se préserver, à rester en paix.
et l'armée syrienne va se retirer du Liban dans les années 2000. Cette préservation de l'équilibre libanais va se faire aussi grâce à une certaine aliénation de la mémoire. Comme je vous l'ai dit, les seigneurs de guerre n'ont jamais été condamnés, et donc on va dire que cette guerre des années 75 à 90, si elle a existé, on n'en a pas vraiment tiré les leçons, entre guillemets, on l'a un peu mis sous la carpette, on parle plus trop au Liban, parce qu'il y a des choses qui fâchent évidemment, et donc on se dit voilà, maintenant on est reparti un peu à zéro, on fait en sorte de s'entendre. Mais c'est une forme d'aliénation de la mémoire de tous les massacres qu'il y a eu. Aujourd'hui, le rôle de la France reste très important. Pourquoi il reste très important? Parce que par exemple, le Premier ministre libanais, donc le président du Conseil, Saad Hariri, a la double nationalité française. Chirac a pendant longtemps résidé à Paris dans un appartement qui appartenait à la famille Hariri, qui est une famille très puissante au Liban, et donc qui a des liens très importants avec la France. Également, le président de la Chambre des députés, qui est un chiite, a fait ses études en France, à la Sorbonne. Donc on peut voir qu'il y a un vrai rôle de la France dans la formation en fait des élites libanaises. Et ça c'est quand même très important, c'est une forme de soft power qui reste prédominant au Liban. Les Libanais, comme je vous l'ai montré, sont restés très attachés à ce lien qui existe entre la France et leur pays. Et donc c'est ainsi que le français est la deuxième langue la plus enseignée après l'arabe au Liban. Le Liban d'ailleurs fait partie de l'Organisation mondiale de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, et d'ailleurs ils vont s'opposer à l'entrée d'Israël dans cette organisation-là, je me souviens de ça, parce qu'en fait il faut que tous les membres soient d'accord en tout genre, et donc eux ils avaient dit non, on veut pas qu'Israël rentre, alors qu'en Israël il y a beaucoup de francophones évidemment. Alors pour vous montrer qu'il n'y a pas que des liens qu'avec la France, également il va y avoir des liens avec l'Amérique du Sud, très important. Par exemple Shakira a des origines libanaises, je crois que c'est son père qui est d'origine libanaise. Ensuite, le vice-président du Venezuela, ça fait écho d'ailleurs à l'actualité, entre 2017 et 2018, était d'origine syrienne et libanaise et avait des origines druzes. Les druzes, c'est une forme de la religion musulmane qui représente environ 5% des Libanais. Et également, le fameux, je sais pas si vous en avez entendu parler, parce qu'on a parlé que de Bolsonaro, mais au second tour de la présidentielle brésilienne, il y avait Bolsonaro opposé à un certain Haddad. Et Haddad, qui était le représentant du Parti ouvrier, lui était d'origine libanaise également. Quand les Libanais partent à l'étranger, ils ont quand même un rôle très important dans la vie politique locale et économique. Et donc également, les Libanais sont très présents en Afrique. Encore aujourd'hui, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou n'importe où, vous avez des Libanais qui tiennent des restaurants, qui tiennent des commerces. Et donc il y a encore aujourd'hui une importante diaspora libanaise dans ces pays, qui est progressivement remplacée par la diaspora chinoise, mais les Libanais restent encore présents. Et donc voilà, ceci conclura l'épisode. Comme vous avez pu le voir, la France a toujours eu un lien très fort avec le Liban, qui a commencé par la défense des intérêts des chrétiens d'Orient, puis qui s'est élargi à la défense de l'État libanais, de la Constitution et de l'indépendance de l'État libanais au sein de l'Empire ottoman, puis, je veux dire de façon pleine et entière, dans les années 40. Encore aujourd'hui, il y a ce lien politique qui existe entre le Liban et la France. Donc voilà, tout ça fait que aujourd'hui, au Liban, on parle encore français. Et chose incroyable, il y a encore des chrétiens au Liban. Et on peut espérer vraiment que ce soit toujours le cas, car ça préserve en fait l'équilibre de ce pays. Car en fait, les chrétiens ont un rôle assez spécial dans ces régions-là, c'est qu'ils permettent de maintenir l'équilibre. Ils créent une sorte de troisième force entre les chiites et les sunnites. Et ça permet de maintenir un équilibre. Et donc ça reste important que les diversités religieuses du Liban soient préservées. Voilà, c'était le dernier mot. Portez-vous bien. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Lâchez un like. Abonnez-vous. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Ils sont en description, notamment sur Facebook. On a des contenus assez intéressants, je pense, sur notre page Histoire. Et donc voilà. À la prochaine. Ciao.